Alors, nous sommes arrivés à Saint-Malo pour le festival de livres et de films Étonnants Voyageurs. Donc là, je suis arrivée à l'hôtel, je vais vous montrer un peu. En fait, quand je serai comme ça, ce sera à contre-jour malheureusement. Mais, alors, on rentre comme c'est là. Attendez, ça va être un peu lourd. Je vais allumer déjà. On rentre comme ça. Là, c'est la porte. Vous avez une petite salle de bain, les toilettes, le lavabo, sèche-cheveux, serviettes, etc. Et ici, on a la douche. Malheureusement, on n'a pas de baignoire, mais c'est pas grave. Je comptais prendre des bains en fait. Ensuite, là, il y a la chambre. Avant, j'ai un petit stand ici, un coffre-fort, des placards encore. Et ici, un petit placard penderie, voilà. J'ai un miroir ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai investi les lieux. J'ai un lit, du coup, que j'avais demandé spécialement, 2 places, qui est super grand. Je suis super contente. J'ai une table de chevet ici. Alors, ça c'est ma valise, ça ce sont mes chaussures, mon sac à dos, une petite chaise, du coup une lampe. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, ça c'est un snack. Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est qu'on a une bouilloire et du thé et du café. Donc je peux vraiment faire, que ce soit la journée, le matin ou autre. Ensuite, j'ai une télé, bien évidemment, et j'ai des petites galettes bretonne. Ça c'est mon sac à Aizana que je ne vous ai jamais encore montré malheureusement. C'est un cadeau que j'ai reçu. Il est super beau ce sac et il est super bien. Il y a des poches ici. Ici je mets mes couverts en général. Ici je mets mes stylos, gloss, quelquefois un truc de maquillage. Et il y a une poche ici aussi. Et il est super beau sur aizana.com. Ici j'ai une petite vue malheureusement sur la rue et pas sur la plage comme je l'espérais, mais c'est pas mal parce que j'ai des graffitis ici et tout. En fait je suis arrivée par là et pour le moment j'aime beaucoup la ville et j'ai une seconde table de chevet. Donc la chambre elle est comme ça et elle me plaît bien, vraiment. Là je vais pas tarder à partir. Attendez, je vais vous montrer. Là, je vais pas tarder à partir. Aujourd'hui, c'est un no make-up day, donc je suis ici pour Étonnants Voyageurs. Je remercie les éditions Zuma qui m'ont donné du coup une invitation que j'ai gagnée lors d'un jeu. Et voilà, je suis trop contente d'être ici. On est passé au Mont-Saint-Michel tout à l'heure, c'était trop beau. J'étais super contente de voir ça. C'est ma première fois en Bretagne pour moi. Donc c'était vraiment super. Je m'en vais, je prends mes affaires et je vais chercher mon bracelet parce qu'ils m'ont donné un bracelet. Voilà, on y va, c'est parti pour 3 jours en Bretagne. Let's go guys.
guys, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on est dimanche 9. Hier soir je n'ai pas vlogué parce qu'en fait je suis rentrée un moment. J'ai été boire un verre rapidement, après je suis rentrée un moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai monté ma vidéo. Oh mon dieu, la wifi à l'hôtel malheureusement m'a tracassé. Ce que j'aurais dû faire avec le partage de connexion sur mon téléphone. Et je voulais pas parce que j'avais pas beaucoup de batterie. Et je voulais réserver ma batterie pour ressortir parce que j'avais un film à aller voir. Je vous mettrai le titre en bas. Je sais plus, c'est le créateur de BD, mais j'ai oublié le nom. Et quand je suis sortie, j'ai été faire une promenade. Je suis retournée au salon du livre, au festival du livre. Au salon du livre précisément pour aller voir Estelle Sarabul parce que je l'ai rencontrée, j'ai acheté son livre du coup, j'ai revu Daniela Ferrière et d'autres écrivains et malheureusement j'ai été manger vite fait parce que la conférence n'avait pas encore commencé avec Estelle Sarabul et Daniela Ferrière et après il a commencé à pleuvoir et c'était déjà l'heure du film et quand j'ai été il y avait tellement de monde, j'avais oublié mon parapluie parce que j'avais changé de sac donc je suis pas restée, donc je suis rentrée à l'hôtel en me disant je vais chercher mon parapluie et j'y retourne et vous savez quoi, je me suis allongée en attendant que la pluie cesse et je me suis endormie et je me suis réveillée super tard et c'était plus l'heure vraiment de sortir pour le festival. Après j'aurais pu sortir pour boire un verre et tout, mais bon, j'ai pas pu parce que j'étais en mode dodo. Donc là j'essaie de charger ma vidéo pour aujourd'hui, j'espère que ça ira mieux avec mon téléphone. Je vais me préparer pour cette journée, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai trop hâte d'aller à la plage, de me mouiller les pieds et tout. J'ai vraiment hâte et faire du shopping. Parce que j'ai envie de m'acheter des souvenirs et j'ai vu une robe que j'aime bien. Mais je vous emmènerai avec moi dans la ville. Un petit peu comme hier en fait. J'ai fait un peu le tour, j'ai fait toute la côte à peu près. Donc là je suis vraiment à Saint-Malo dans ce qu'on appelle l'intramuros. Donc c'est vraiment un lieu bien particulier que j'aime bien d'ailleurs. Et voilà, j'ai bu du cidre, j'ai la bouteille ici que je vous montrerai du coup également en photo. Et voilà, j'espère partir avec vous. Ce que j'adore ici, c'est le bruit des mouettes parce qu'en fait la plage elle est juste là. Pour moi, je suis juste à côté. J'ai juste à sortir de l'hôtel et monter des escaliers ou descendre pour aller vraiment sur la plage. Voilà, j'ai pas beaucoup partagé sur Instagram malheureusement. Là en fait il y a la télé parce que j'étais dans le feu de l'action. Mais j'espère que les vlogs du coup vous donneront un peu plus de contenu. Voilà, je vous embrasse fort et à tout à l'heure. Bisous. Je sais pas si vous m'entendez, je suis sortie, j'essaie de trouver un restaurant pour manger. Hier j'ai mangé là, hier soir. Aujourd'hui, on essaie de trouver des moules frites. Il y a beaucoup de monde, je vous montre ça.
Une petite rue. What ice cube? Price is low. I mean, I think that might work. I like the product. Well, then, but that is another possibility. You can't do it for a long while. No, you can't. And I don't want you to that habit. Sorry, what I tripped on. Be careful. Je cherche pas de crêperie des gens. Je cherche un endroit où... Ah, c'était pas là. Oh. Bon appétit. pieds. Alors là, ça me fait penser beaucoup à la Guadeloupe également, parce que je suis en train de vlogger. C'est pas grave, mais on t'entend pas. C'est moi qui t'entends. Et là, ça me fait penser beaucoup à la Guadeloupe parce que, comment ça s'appelle? À la Dars, je crois. Et au fond, en Guadeloupe, on voit le... Comment ça s'appelle? Le truc qu'on avait été voir, le musée. Le Memorial Act. Et là, en fait, il y a le bateau ici que je vais vous montrer. Je sais pas s'il est toujours là, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il manque un truc depuis hier. Donc là, c'est où on retire les passes. Ensuite, là, vous avez un kiosque info. Donc, si vous voulez le programme et tout. Finalement, je savais pas, enfin, j'avais oublié plutôt. Mais j'ai un programme électronique que j'ai téléchargé sur mon téléphone.
Là, il y a le Magic Mirror où on a tous les cafés littéraires. Du coup, là. Et ensuite, je vais vous montrer un truc. Attendez. Donc du coup, là, il y a des fanions. Je sais pas comment on dit, mais les trucs pour les télévisions et tout. Là, il y a les grands débats avec le Magic Mirror 2. Comment? Merci. Oui. Ouais. Et j'ai bu du cidre breton. Non, du Kia. C'est du cidre et une crème de je sais pas quoi. Et qu'est-ce que vous avez encore? Non, ça vient pas. Ça vient d'ici. Mais non, ça vient pas d'ici. Ça vient pas de l'autre là, de Normandie. Oui, donc il y a ce bateau là qui est là. Mais je crois qu'il en manque un. Et après, il y a le salon du livre, les gens. J'espère que ma main n'est pas sous le micro. Tant pis, hein. Qui voit image. Et du coup, le salon du livre, si vous ne savez pas, il est là. Que j'ai fait 2 ou 3 fois hier. Et que je pense faire aujourd'hui. Pour récupérer un truc pour Mumu. Là, il y a des activités pour les enfants dans cet endroit. Et là, c'est le salon du livre où vous voyez les gens faire la queue et tout. Voilà, donc on va y revenir ce soir. Parce que là, il faut que j'aille ailleurs. J'ai autre chose à faire. Assoir. Alors là, on est au bord de la mer, ce que j'ai jamais encore fait. J'ai jamais fait ce côté-là. Donc je vais prendre ce côté-là en regardant où je vais parce qu'il y a des pavés partout. Parce qu'ils ont voulu faire de cette ville en fait, de la protéger après, je pense, tous les envahisseurs. Désolée de dire ça comme ça, mais je fais d'autres moyens. Et voilà. Et moi j'ai envie d'aller sur une île qui est là-bas, je crois. Non, en face là, cette île-là. Parce qu'on peut y aller, mais l'hôtel est là-bas du coup. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Sur ça, il faut que je descende pour laisser le petit parce que tout à l'heure j'ai gâché le parcours d'une petite. Je ne peux pas faire ça 2 fois, ça me ferait trop de mal. Quand ils ont dit en face du casino, je croyais que c'était un casino genre. C'est pas. Si, c'est un. Ah, ok, c'est un casino. C'est le romantisme. Ah, t'as vu? Quand j'ai vu le rocher et tout, j'ai tout de suite dit Chateaubriand, le romantisme. Au secours. J'exagère, je sais, mais c'est comme ça.
Alors, c'est le deuxième jour et je reviens pour aller aux éditions Anacaona pour prendre des ouvrages sur un peu le féminisme et autres. Je crois que pas loin d'ici. Je les avais déjà vus hier. Donc on va voir ça. Ah, il y a un truc sur Cassius Clay. Il y a quelqu'un qui est là pour nous chercher. Merci. Ah d'accord, c'est des concepts qui vous parlent. Ah oui, ouais. Bah alors dans ce cas-là, parce qu'en fait c'est la première fois qu'il est traduit en français. Donc si vous parlez pas portugais, c'est pour ça qu'il a fait aussi. Ouais. Mais dans ce cas-là, si vous connaissez ces concepts, cet essai-là il est un petit peu plus poussé. Et donc c'est vrai que moi en premier lieu je pensais plutôt pour celui-là qui est plus facile. Et pour les gens qui s'y connaissent un peu plus, là il fait un peu une perspective historique. Je trouve que ce qui est très bien, c'est qu'elle montre aussi que le féminisme noir il est pas aux États-Unis et que, parce qu'en France on a un peu tendance à connaître l'antiracalisme, le blog, etc. Mais dans le sud, il y a aussi des gens qui pensent. Et donc elle trouve aussi super important que, voilà, qu'il y ait des voix du sud qui s'expriment et que ce soit pas tout le monde au nord. Parce que sinon on va rajouter une quatrième oppression à cette société, qui est cette espèce d'impérialisme occidental. Donc, et dans ce livre-là, c'est une féministe noire brésilienne, colombienne, et qui parle d'intersectionnalité. Donc en fait, on dit toujours l'intersectionnalité inventée en 1994 par Frédéric Réchaud. Dans les années 80, en tout cas les féministes noirs du Brésil, sans le formuler forcément de cette façon-là, mais en tout cas, elles avaient déjà vu ces histoires d'oppression qui sont autour de ça. Le petit livre, et pour vous, j'avais déjà un peu... Je prends les deux comme ça. Bon. Puis manger, je ne fais rien. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai coupé. Je prenais l'argent qu'il avait pris, je venais au déjeuner, mais je le prêtais. Alors, ça, on l'avait déjà vu au salon du livre. Peut-être que demain, on arrête de faire des livres parce qu'ils ont épuisé leur sujet. C'est ce que dit ma femme, j'ai un contrat de 2 ans, mais c'est dans 2 ans. Voilà. C'est le genre de les parents. C'est un album que j'ai écrit en 2017, donc ce sont des histoires courtes, des variations autour de thèmes traditionnels. Donc on a d'abord des histoires amusantes et ensuite des histoires dans l'univers du conte merveilleux, des frères Grimm, avec aussi des inspirations qui viennent de thèmes plus bibliques. On a par exemple l'histoire de Joseph et l'histoire de David. Et comment vous est venue cette envie? Alors, je travaille avec un illustrateur grec qui s'appelle Petros Boulbassis, qui a eu pour un autre
autre album qu'on a fait ensemble, Amour et Sortilège, le prix national de l'illustration en Grèce. Et donc j'ai eu envie de travailler sur un album qu'il avait publié quelques années auparavant, qui était un album grec. Et donc on est parti des illustrations qu'il avait faites à cette époque pour bâtir de nouvelles histoires, des histoires donc qui sont revisitées d'une manière plus contemporaine. D'accord, très bien. Je vous remercie infiniment. Et l'ouvrage est juste ici. N'hésitez pas à vous le procurer parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, vraiment. Merci. Quand même. Aïe aïe aïe. Des animaux comme la Chine et le monde local comme des ressources dans lesquelles on peut puiser à l'infini. Les savoirs d'aujourd'hui, les savoirs scientifiques contemporains disent le contraire. On sait aujourd'hui que l'être humain, tout ce qui était censé faire l'unicité de l'être humain par rapport à son milieu, c'est-à-dire les outils, la morale, l'éthique, le langage, tout ça est battu en brèche. On étudie aujourd'hui le langage des arts. Voilà. Donc, donc à la fois mon milieu est un personnage et puis mes personnages sont aussi un peu des êtres sentients, pas uniquement. Il y a un aller-retour comme ça. Mollet, qui est fraîchement débarqué au Maroc. CC. Alors, peut-être qu'on peut déjà parler de CC, de l'origine de son prénom, parce que ça vient pas de n'importe où quand même. Si il s'appelle CC, c'est pour une raison très précise. Très précis, son père était un grand fanatique de Mobutu, le président qui était là à l'époque, qui s'appelait Mobutu Sese Seko Kukubedu Ouattara. Donc voilà, son père l'a appelé, il s'appelle Chimanga, mais il l'a appelé CC Chimanga. Et voilà, c'est son maître à penser en fait, c'est son maître à penser. Quand il a un problème, il regarde le ciel et puis il parle au vieux quoi. Ouais. Quand il a un problème dans la vie, c'est... Quand il a un problème dans la vie, il s'appuie sur les pensées de Mobutu. Le maréchal. Voilà. Mon président. En argot guinois. Et ça marche? Ouais, un peu quand même. Alors, pourquoi est-ce que vous avez situé ce livre dans un autre pays? On va parler d'intrigue et de ce qui s'y passe, parce que c'est un peu un roman policier, mais c'est aussi autre chose, et particulièrement le Maroc. Mais d'abord, je voulais pas quitter l'Afrique. D'abord, bon, il y a eu le roman précédent, Congo INC. Et Congo INC, c'est un livre qui a été très difficile pour moi à écrire. Parce que bon, il y a beaucoup de souffrance et je voulais parler de mondialisation, mais je ne pouvais pas parler de la mondialisation sans parler de la guerre du Congo. J'ai juste réfléchi en posant la question quel est ce premier grand drame que la mondialisation nous a apporté. Tout le monde a connu la chute des banques là, il y a quelques années. Mais en fait, c'était pas ça. Le drame de cette mondialisation, c'est la guerre du Congo qui perdure depuis. On a encore massacré des gens il y a 3-4 jours, mais maintenant on les massacre en petits groupes. On ne rasie pas 10 villages d'un coup, ou 1000 villages d'un coup. On tue 20 aujourd'hui, dans une semaine ils vont encore tuer une vingtaine, et puis d'un mois après, dans 5 ans, et voilà. Et donc, c'est ça. Hispanique à Madrid, la littérature à nouveau à Paris. Il y a journaliste, diplomate, consul. En 2014, tu reviens en Colombie
près de 30 ans, c'est ça, 30 ans d'absence, d'exil, et tu prends part au processus de paix entre les FARC et le gouvernement. C'est important parce que on retrouve une partie peut-être de cette expérience-là dans ce livre. Tu es l'auteur de plusieurs livres, des romans, des polars. Perdre est une question de méthode, qui était devenu un best-seller international, avec un titre qu'on adore, et qui vient d'un autre auteur qu'on apprécie beaucoup et qui vient souvent ici, qui est Sepúlveda. Puisque c'est une phrase de Sepúlveda: j'ai perdu, j'ai toujours perdu, ça ne m'irrite pas, ça ne m'inquiète pas, perdre n'est qu'une question de méthode. Voilà, une fois qu'on sait ça, c'est déjà pas mal pour avancer dans la vie, je crois. Il y en a eu d'autres: Nécropolis 1209, Les captifs du lys blanc, Retourner dans l'obscure vallée. Souvent, l'autobiographie et la fiction chez toi se nourrissent l'une de l'autre. J'ai dit polar et roman, bien sûr, c'est une distinction de genre qui n'a pas toujours lieu d'être, et en particulier là, parce que c'est effectivement... dans le genre polar, on va dire, il y a une vraie enquête menée par une reporter, une journaliste, mais en même temps, c'est un roman très ample qui est aussi un portrait d'une société, d'une période dans ton pays qui est quand même très riche et source de nombreux problèmes assez complexes. Et dans ce sens, j'ai assez envie, mais ce sera peut-être pas l'occasion d'en parler là, de rapprocher ce travail que tu fais des livres de Leonardo Padura, le cubain, qui est aussi parti avec des livres plutôt vraiment que polar, même s'il y avait déjà une ambiance, et qui va de plus en plus vers des livres qui sont extrêmement denses et qui se nourrissent aussi d'histoire. C'est peut-être ça que je voudrais poser au démarrage, c'est que là évidemment on est dans une enquête et on va y venir, mais il y a des ramifications historiques, politiques, sociales, et j'aimerais savoir si cette densité qu'il y a de plus en plus présente dans tes livres est quelque chose qui te semble nécessaire. On a l'impression que, on l'a entendu avec ce titre, Perdre est une question de méthode, il y avait quelque chose peut-être de plus léger, de moins sombre, même s'il y avait aussi des aspects sombres dans ce livre, qu'il a, je sais pas, quelque chose qui continue à être romanesque, c'est très romanesque, mais avec peut-être beaucoup plus de préoccupation de rendre compte d'une certaine réalité. Et oui, bonjour tout le monde. Je pense que la littérature, et surtout les romans, est de plus en plus engagée vis-à-vis de la réalité. Et on a entendu le Congo, la Chine, la Colombie, on est dans le pays avec la C. Et je pense que parler de la réalité de nos pays et parler de nos romans, ça c'est presque la même chose, parce qu'on essaye de raconter d'une façon réaliste des choses qui se passent, bien sûr, en faisant un argument de roman, mais ce qu'il y a derrière, c'est la réalité de nos pays, et ces pays sont pourtant dans des situations difficiles. Donc je pourrais même parler d'une espèce de roman noir involontaire, parce que c'est pas peut-être dans la volonté immédiate de l'auteur de faire un roman noir, mais c'est la réalité qui est tellement noire que quand on fait un réalisme, immédiatement on tombe là-dedans. Donc je pense que ça peut être le cas des écrivains collègues qui m'ont précédé, moi aussi. Et c'est un pays qui a une histoire récente complexe. J'imagine que, je sais qu'en France vous avez suivi énormément à partir de séquestration d'Ingrid Betancourt et tous ces moments-là, vous avez très bien suivi de près ce qui s'est passé en Colombie. Après, il y a eu un processus de paix entamé par le gouvernement de Santos. Pendant 5 ans, ils ont fait des pourparlers à La Havane. Et ensuite, moi je suis rentré en 2015, au début de 2015, et j'avais très envie de vivre ce moment-là, de vivre et d'être dans mon pays. Et je suis rentré après 30 ans, et j'avais très envie de retourner et de vivre avec mes concitoyens tous ces moments glorieux. Et c'est là que j'ai commencé à me frapper contre la réalité, parce que tout d'un coup, il y a eu un référendum ensuite, après la...
On prononce Massy ou Mazy? Massy, paru chez Mémoire d'Encrier en 2018. Gary a aussi reçu beaucoup de prix. Il était également scénariste pour la radio et la télévision et auteur de pièces de théâtre. Et lui aussi, il utilise beaucoup l'humour pour dénoncer des choses qui sont assez tragiques, la corruption, voilà, ce goût effréné du pouvoir qui pousse les hommes à faire n'importe quoi. Et toujours chez Gary, il y a des noms qui sont toujours assez parlants, on va dire. Et donc, un des personnages, le personnage principal, je te laisse le dire, s'appelle Dieu soit loué la pilule. Voilà. Poussé par sa femme beaucoup, hein. Sa femme est très ambitieuse. Il va devenir ministre. Sa femme, elle se prénomme Anodine. Anodine. Voilà. Ils ont 2 enfants. Et pour devenir ministre, ministre quand même, il faut le dire, ministre aux valeurs morales et citoyennes, avec le mandat d'arrêter la dégradation des mœurs et l'abomination qui gangrène la République, il va devoir, comment dire, je te laisse dire. Bon, je vais le dire. Il va devoir... je ne sais pas comment le dire. Et il va devoir faire une fellation au président. Et super, drôlement réussi. Tellement réussi que tous les autres vont être extrêmement jaloux parce qu'on va entendre le président à, comment dire, le plaisir bruyant et poétique en même temps. Hein, je te laisse expliquer. Bon, et en fait, dans une précédente entrevue, on a parlé de force. Le livre était une force. Mais en fait, l'impression qu'on a souvent, je pense que la plupart des écrivains ont cette impression, c'est que cette fiction qu'on pense écrire, en fait, la réalité va beaucoup plus loin. Et on est toujours un peu, je pourrais dire, traumatisé, vexé, frustré du fait qu'on n'arrive vraiment pas à saisir la réalité. La réalité va toujours plus loin. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire en travaillant à partir d'une promotion canapé, ce citoyen de rien du tout. Une fois, ça change entre 2 hommes, c'est bien. Oui. C'est un citoyen de rien du tout, il est plus ou moins médiocre, il est un ancien fonctionnaire au ministère des Finances, il a une femme très ambitieuse et qui veut absolument qu'il arrive, parce que quand même, il faut dire qu'en Haïti, nous sommes dans un pays où la précarité est terrifiante. Hein. Et c'est l'un de mes thèmes préférés, c'est la place de l'être face à la voix. Quand on est dans une société aussi précaire, dans quelle mesure l'être peut exister dans une telle précarité? Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a absolument rien. Donc quelqu'un qui a un petit endroit comme fonctionnaire dans un ministère, il est prêt à tout pour garder cet emploi. Parce que toute sa famille, tu vois, compte sur lui. Donc, dans quelle mesure il a une certaine liberté de choix? Et en même temps, on est dans un pays où il y a un tel enfermement, la question religieuse, par exemple, avec le poids des églises évangéliques, l'impossibilité de choix au niveau politique, cette corruption qui est partout. Eh bien, ce personnage va, avec le nouveau président qui vient d'être élu, qui a promis de lutter contre la corruption, il évente le ministère aux valeurs morales et citoyennes, et curieusement, c'est ce personnage qui va faire cette fellation au président, et c'est ce président, et c'est ce personnage qui va devenir ministre aux valeurs morales et citoyennes. Donc en fait, c'est une manière pour moi
de dénoncer pas seulement la corruption, mais cette grande hypocrisie dans laquelle baigne une telle société. Parce que, en fait, le thème principal dans tous mes romans, c'est toujours la place de l'être face à l'avoir. De quelle manière l'être humain peut exister dans une telle société. Aujourd'hui en Haïti, il y a des centaines de milliers de jeunes dans les rues. Actuellement, là où je vous parle, il y a des centaines de milliers de jeunes dans les rues qui protestent justement contre la corruption, contre l'enfermement, contre une certaine manière de comprendre le pouvoir. Et je pense que ces jeunes sont dans cette rue comme je pourrais dire, ils ont atteint le niveau de ce personnage, qui a fait son chemin de croix. Parce qu'il est sorti, il était totalement, je pourrais dire, enfermé, bloqué dans son petit truc de fonctionnaire, de petit chrétien évangélique avec sa Bible sous le bras, tu vois. Et ce personnage, au fur et à mesure, va comprendre énormément de choses. Parce que l'un des grands trucs de ces pouvoirs, de ces pouvoirs dictatoriaux, c'est de déposséder, premièrement, les individus de leur corps, et ensuite de leur esprit. On possède les corps, on possède les esprits. Mais sauf que maintenant, comme ce qui se passe actuellement en Haïti, il y a énormément de jeunes qui commencent par comprendre ce qui se passe, qui veulent chavirer les murs, qui veulent voir autre chose, mais malheureusement, ils ont énormément de murs, énormément d'obstacles, énormément d'ennemis devant eux. Mais ce personnage-là qui va donc devenir ministre et qui va être confronté à un choix difficile, on va en parler, je crois d'ailleurs qu'il est inspiré, que tu racontes dans le livre, mais qui est inspiré d'un fait réel, cette histoire du festival qui devrait avoir lieu et qui doit ou autoriser ou interdire. Finalement, ce personnage-là, on s'aperçoit qu'il a une certaine morale et qu'il est piégé. Mais il prend conscience de... Eh bien justement, il est effectivement piégé, mais souvent j'aime à dire qu'on ne découvre le vrai caractère d'un individu, c'est quand il est en situation de conflit, quand il est vraiment dans une situation réelle où il doit faire des choix. Et maintenant, ce personnage, je pourrais dire, est jusqu'au bout de ses possibilités. Premièrement, il est obligé de satisfaire le président. Il a d'une part... Pas seulement une fois. Hein. Pas une fois, deux fois. Et maintenant, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il va se rendre compte que tout ce auquel il croyait, c'était du mensonge. Même sa mémoire, il se pose même des questions sur sa propre mémoire. D'ailleurs, c'est l'un de mes thèmes préférés. Est-ce que ma mémoire m'appartient? Est-ce que je n'ai pas une mémoire falsifiée? J'ai à la fois ma mémoire personnelle, je ne suis même pas trop sûr de ma mémoire. Même la mémoire collective, elle a été peut-être trafiquée par, je ne sais pas, par ceux qui ont écrit l'histoire. Manipulé, oui. Manipulé. Donc il va au fur et à mesure se rendre compte que tout n'est qu'un château de cartes. Même il va aller se confesser. Exactement. Il va aller se confesser. Auprès de son pasteur. Auprès de son pasteur. Et là, c'est l'une des scènes les plus, je pourrais dire, les plus cocasses, c'est que quand le pasteur lui pose pas mal de questions. Et le pasteur lui demande, est-ce que, à part la fellation, est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose? Il dit, oh non, pas du tout. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. On est correct. Et finalement, on dit beaucoup de choses en utilisant comme ça des métaphores un peu surprenantes, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que tu dénonces en même temps, mais d'une manière, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment la définir en fait, par l'absurdité. Oui, et puis en plus, ce que je voulais faire surtout, et c'est, je pense, c'est ce qui m'a porté à écrire ce roman. J'ai toujours pensé à la solitude de ces personnes qui ont une autre orientation sexuelle, surtout dans un pays comme Haïti, où en général on est enfermé dans les trucs religieux, dans tous les codes sociaux. Et souvent, je pense que les individus n'ont parfois peu d'espace, peut-être, où
ils peuvent avoir semblant de liberté, c'est l'espace de la sexualité. Mais alors, ceux qui ont une autre orientation sexuelle, ils n'ont même pas cet espace. Donc alors, ils sont doublement enfermés, ils sont doublement dépossédés. Donc, ça va toujours intéresser et comment ces personnes vivent cette situation. Alors, contrairement quand même à certains de nos amis, tu n'as pas de soucis en Haïti, on n'interdit pas tes livres. Oh non, pas du tout. Je me rappelle quand mon éditoire à Montréal me disait souvent, mais comment va-t-on accueillir des livres, surtout ce livre en Haïti, qui parle justement de l'homosexualité? Moi j'ai dit, écoutez, moi je ne suis pas trop inquiet parce que en même temps, curieusement, c'est un pays de paradoxes. Et il n'y a pas vraiment, je pourrais dire, un rejet, tu sais, de la violence contre les homosexuels. Pas du oui, alors justement, ce festival, donc, il a été interdit. Parce que ce festival a été interdit, contrairement à ce moment où mon personnage, il va autoriser ce festival. Et ça va mal se terminer pour lui, mais dans la réalité, ce festival a été interdit. Mais ce qui est extraordinaire, alors c'est une petite anecdote, dans mon livre, le personnage le plus virulent contre ce festival, qui est le ministère de l'Intérieur, et visiblement on comprend ce qu'il est, c'est curieux. Est-ce que c'est pas, je pourrais dire, il n'assume pas sa sexualité? Est-ce que c'est une forme d'autoflagellation? Il est totalement contre l'organisation de ce festival, alors que lui, il est homo. Alors c'est curieux, et quand le livre est sorti en Haïti, et puis quelques mois après, il y a quelqu'un qui me dit, mais toi, tu as vraiment osé pour faire un tel truc. Il dit, mais pourquoi? Mais bien sûr, parce que le ministre de l'Intérieur, il est homo. Voilà, bon. Eh bien, ce livre s'intitule Mazie. On peut expliquer ce que c'est Et Mazie signifie homo, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà. Paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Et c'est encore des livres que vous allez avoir envie de lire, hein, je suis sûre. China Dream de Madiem, paru aux éditions Flammarion. Le livre de Santiago Gamboa, Des hommes en noir, paru chez Métellier Noir. Rappelez que les éditions Métellier fêtent leurs 40 ans cette année. Moi, ça m'amuse parce que Anne-Marie, elle nous accompagne depuis le début du festival. Hein. On a fêté tous les... Elle est là? Je ne sais pas, je ne la vois pas. Bon, en tout cas, voilà, ce sont les 40 ans. Et ça donne quelque chose de très sympa. Je trouve que c'est une très belle idée. À chaque fois, elle a écrit un petit mot sur chacun des auteurs qui lui sont extrêmement fidèles et à qui elle est extrêmement fidèle et qu'elle sait tellement bien mettre en valeur. Bravo Anne-Marie, et je trouve ça vraiment très jolie idée. Et puis le livre de Nincoli Jambofan, La Belle de Casa, paru aux éditions Actes Sud. Merci à tous pour votre attention. Hi guys, du coup je suis rentrée à l'hôtel, je suis encore en mode habillée, enfin, j'ai mon haut en tout cas. Et je suis en train de lire du coup ma lecture, Marvin Victor Cormélé. Et j'ai acheté d'autres ouvrages, je vous ferai un haul ou autre quand je les lirai, où je vous dirai. C'était cool, pas mal, j'ai rencontré pas mal de personnes, c'était vraiment sympa. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la télé pour être sincère avec vous. Donc depuis hier, oui, samedi, quand je suis arrivée, je regarde la télé. Le problème, c'est que je m'endors devant la télé. Donc ce soir, ce que j'ai fait, j'ai pas vraiment mangé. J'ai juste pris du thé. Je crois que c'était du Ceylan. J'ai juste pris du thé, juste ici. Et j'ai mangé un kouign-amann. Voilà, en fait, j'ai pas tout mangé parce que pour moi, c'est super sucré toujours. Mais c'était cool. J'ai pas hyper faim. Donc voilà, demain c'est le dernier jour, je vous emmène avec moi. Et si je sors ce soir, je ne pense pas, pour être sincère, parce qu'il
pleuvait des cordes tout à l'heure. Mais si je sors, je vous emmènerai peut-être avec moi. Voilà, je vous embrasse.